Bonjour, bienvenue, merci d'assister à cette interview donc, qui va durer 20 minutes sur l'IA et l'éthique. Un sujet important, intéressant, qui concerne forcément aussi le monde du tourisme et plus précisément le droit, une vraie solution pour le tourisme. Je reçois notre invité, Grimo Voilà, avocat associé d'ETMV, du numérique, de l'IA et de la régulation éthique, si je ne me trompe pas. Absolument. Merci Alexandre. Alors on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Intervenir régulièrement sur l'éthique et la gouvernance des données avec la Human Technology Foundation. Pour vous, quel est le rôle du droit dans l'encadrement responsable de l'IA? Merci Alexandre. C'est une vaste question. Le rôle du droit, je pense qu'avant de parler du rôle du droit dans l'encadrement de l'IA, on peut en parler en général. Le rôle du droit, c'est de nous donner une base commune, un langage commun, des règles communes qui vont nous permettre de parler un même langage par rapport à un même problème. Donc c'est la théorie du contrat social, de se dire on accepte tous d'obéir à une certaine règle. Si on parle du droit dans l'IA et dans les technologies en général, c'est un double rôle. C'est un rôle de garde-fou. Ça a le rôle de poser des principes généraux. Et c'est quand même aussi, à travers ce rôle de poser des principes généraux, de préserver les valeurs de celui qui légifère, c'est aussi un outil très important de soft power. Et on le voit aujourd'hui dans le monde en général. L'Europe s'est positionnée assez rapidement comme premier législateur sur l'IA dans le monde. Et elle s'est positionnée en ayant en tête le fait qu'une technologie, c'est transfrontalier. Et cette technologie de l'IA, elle n'est pas tellement européenne. Si on regarde vraiment les leaders du secteur et l'oligopole qui capte toute la valeur de l'IA, c'est clairement situé aux États-Unis. Donc le rôle du droit dans l'encadrement de l'IA, ça a été au départ de dire on va poser les bases de la préservation de nos valeurs fondamentales européennes. Donc on va les réaffirmer et essayer de les protéger, en ayant conscience que l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui protège au-delà des simples frontières de l'Europe. Donc ça, c'est un premier défi. Ce défi-là, il est assez bien relevé, c'est-à-dire que le règlement sur l'IA européen, qui a été le premier grand règlement systémique de l'IA dans le monde, permet d'adresser des sociétés qui ne sont pas européennes à partir du moment où leurs produits, leurs solutions visent des citoyens européens. Ça a donné lieu à pas mal de levées de boucliers. C'est toute la politique européenne sur le numérique, c'est d'être transfrontalière. Ça donne lieu à des heurts sans arrêt avec ce qu'on appelle les big tech. Ça donne lieu à des sanctions qui sont extrêmement importantes. On en voit régulièrement tomber de plusieurs milliards d'euros à chaque fois. Donc ce rôle transfrontalier, il a été assez bien adressé. Le défi qui peut-être n'a pas été facile à relever et qui, à mon avis, n'a pas été relevé du tout, c'était le défi de dire on va faire quelque chose qui est adapté à cette technologie. Et l'IA, on a tous commencé à en entendre parler avec l'avènement de ChatGPT, en gros. Avant ça, interagir avec de l'IA consciemment ou même programmer de l'IA, c'était réservé à des experts. Aujourd'hui, quand on prompte sur ChatGPT, on programme de l'IA. C'est du langage naturel, mais on programme. Bon, ce que je voulais dire, c'est que la technologie, entre le moment où on l'a découverte sur ChatGPT et aujourd'hui, elle a évolué à une vitesse stratosphérique. Le ChatGPT 3 qu'on a tous connu au départ n'a rien à voir avec le 5. La qualité de ce que ça produit, même la qualité rédactionnelle, la capacité à chercher, la capacité à justifier, la production visuelle d'images, ça a été complètement bouleversé. Et l'IA Act, il a commencé à être discuté, négocié en 2021. Il est rentré en vigueur là, et les obligations vont rentrer en vigueur petit à petit jusqu'en 2027. Bon. Donc, obsolescence programmée, obsolescence même déjà actuelle. Ça, c'est le défi qui n'a pas été relevé. Donc, moi, mon point de vue, c'est que le rôle du droit, pour répondre à cette question précisément, c'est de rester à un niveau très principiel, très haut en matière de technologie. Les valeurs fondamentales qu'on veut protéger, on les pose, un peu comme on a fait avec les droits de l'homme, les conventions européennes sur les droits de l'homme, etc. C'est très principiel. Et après, au cas par cas, on laisse s'adapter en fonction des cas d'usage qui apparaissent, en fonction des potentielles atteintes aux libertés fondamentales qu'on constate, des dérives qu'on constate. Voilà, à mon avis, c'est comme ça que ça devrait être vu. J'aime bien utiliser le mot de minimum viable regulation. Le minimum de régulation possible avec le maximum d'impact. Exactement, parce que il est vrai que l'IA, voilà, entre l'avènement de l'IA accessible à tous
Et aujourd'hui, il y a une évolution, une rapidité extraordinaire. On ne connaît pas toutes les applications, tout ce qui existe, mais on parlait de ChatGPT, mais c'est vrai que c'est quand même bluffant entre, on disait, le début, le 3 et le 5, où la réponse est encore plus rapide, encore plus documentée. Voilà, c'est vraiment au final un assistant, même s'il faut toujours vérifier, parce qu'on peut aussi, dans le domaine du tourisme, toutes ces applications-là, que ce soit tourisme, ou agence de voyage ou Théo, elles n'ont pas d'équipe juridique, elles n'ont pas, enfin, des grosses sociétés oui, mais des petites agences par exemple, c'est très compliqué. Donc, quelles sont les obligations minimales aujourd'hui lorsqu'elles utilisent les outils d'IA, que ce soit chatbot, CRM ou moteur de recommandation, enfin voilà, quelles sont ces recommandations-là? Je pense que avant même de parler d'obligation, c'est une obligation, mais avant même de parler d'obligation, la première chose à avoir en tête, c'est une conscience des choses. Je pense que quand on conçoit une énorme structure ou une toute petite société, même un individuel, alors l'individuel c'est une conscience personnelle, mais il faut comprendre l'usage, comprendre le besoin et avoir en tête une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde utilise de l'IA et l'essentiel des salariés ne le disent pas. C'est ce qu'on appelle le shadow AI. C'est dire que dans toutes les entreprises, qu'il y ait des pare-feux ou pas, qu'il y ait une volonté ou non de réglementer, qu'il y ait une conscience de tout ça, tous les salariés vont utiliser globalement de l'IA. Et de manière, du coup, plus ou moins habile, plus ou moins conforme à ce qui devrait être fait, plus ou moins sécurisé. Et dans le domaine du tourisme, un des gros problèmes, c'est qu'on manipule beaucoup de données assez sensibles. Alors il y a la donnée personnelle classique, hein. Nom, prénom, date de naissance, on commence à avoir peut-être des numéros de passeport, peut-être des données médicales, des vaccinations, des allergies, des choses comme ça. On manipule tout ça et toutes ces données-là sont soumises à un régime de protection légale. Si on commence à les injecter dans une IA pour produire un contenu qui va être adapté à un client, dans une IA qui est dans une version pas forcément payante, qui n'est pas forcément protégée, dont on ne sait rien, en fait, on crée, sans vraiment s'en rendre compte, une fuite de données. Moi, je pense que le premier conseil, c'est une obligation de formation, ça qui existe dans l'IA Act. C'est un article 4 dont on ne parle jamais, mais il y a une obligation de formation de tout le monde, à partir du moment où on commence à utiliser de l'IA. Donc, se former, s'acculturer, comprendre comment ça marche, comprendre le potentiel, parce que se former, ça ne veut pas juste dire se foutre la trouille en se disant oh là là, dès que je vais utiliser de l'IA, c'est une catastrophe. Ça veut aussi dire comprendre tout ce qu'on peut faire de génial avec, mais aussi comprendre les risques. C'est une obligation. Et une acculturation générale en comprenant où est-ce que je vais l'utiliser et comment j'en ai besoin pour, après ça, aller déployer des mesures de protection, d'encadrement qui sont adaptées. Oui, faire moins, mais mieux, au final, pas l'utiliser dans tous les sens, tout le temps, n'importe comment, mais essayer vraiment aussi, parce que j'ai des exemples là, par exemple d'agences de voyage qui ont vu beaucoup de choses dans les médias, beaucoup de choses, c'est accessible, hein, par exemple ChatGPT assez facilement, on dit, il y a une gratuité aussi, après il y a il y a des modèles payants, mais c'est vrai que derrière, on va dire que ça peut être au final une habitude récurrente à un moment donné sur des choses inutiles au final on va pas s'apercevoir de ça et derrière toute sa partie au final il faut vérifier aussi parce que c'est pareil le ChatGPT ou d'autres applications il y a une nécessité de vérifier les sources, de vérifier ce qui est dit parce que derrière forcément ChatGPT peut aussi se mélanger les pinceaux au final. Donc je pense que c'est important forcément d'avoir cette sécurité. Alors je parlais de services juridiques, forcément derrière il y a des données sensibles, donc derrière ça peut aller très vite. Et derrière, alors au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si il y aura, c'est par des États-Unis, donc ils sont peut-être en avance, il y a peut-être des évolutions en amont qui vont arriver et qui vont, on va dire, encore plus sécurisées ou pas, ou peut-être c'est l'inverse, ça va être encore plus ouvert, encore plus open au niveau de ChatGPT et d'autres. Est-ce qu'au final, je sais pas, peut-être vous avez des exemples, alors peut-être pas dans le tourisme, est-ce que vous avez des exemples de structures qui n'ont pas été loin de la limite au final et derrière on se sont pas rendu compte au final et derrière se sont dit ah mais on pensait que et derrière ça a vraiment dépassé même le fil rouge. Dans tous les secteurs, il y en a plein des exemples. Le fait que ça vienne des États-Unis pose un problème au niveau légal, qui est qu'il y a une loi aux États-Unis qui autorise le gouvernement américain à demander à n'importe quelle société américaine l'intégralité des données qu'elle a sur un sujet.
dont des données personnelles, de personnes qui vivent en Europe ou en France. Donc à partir du moment où on contracte ou on utilise un service américain, il faut savoir que l'ensemble des données qu'on met dedans sont à la disposition du gouvernement américain. Ça veut dire, si on prend un niveau de grosse structure ou pas, mais ça veut dire qu'à partir du moment où on met des données dans un de ces modèles, elles rentrent dans le modèle, elles sont plus ou moins faciles à trouver, à faire ressortir, je veux dire, mais elles existent, elles sont dedans. Donc elles sont potentiellement accessibles à un gouvernement étranger. Ensuite, sur la façon d'utiliser l'outil de manière sécurisée, le fait que ça puisse dire n'importe quoi et que ça dit souvent un peu n'importe quoi, de manière extrêmement assertive, extrêmement précise. On a du mal à remettre en cause ce qui est dit par un outil aussi puissant, qui a l'air aussi limpide, aussi structuré, avec des sources qui sont citées. Souvent, maintenant, ça cite les sources. Donc, si on ne va pas les voir, on a tendance à se dire, oui, bon, bah, ok, il a trouvé ça dans tel article qui a l'air d'être quelque chose de cohérent. Il n'y a pas de raison de ne pas croire ça. En fait, sur l'interprétation de la source d'origine, il peut y avoir une erreur. Et dans le tourisme, le sujet qu'on peut avoir, c'est la construction d'une offre, par exemple. Basé sur ça, on peut faire un devis pour un client, mais en quelques secondes, en tapant juste la demande du client. Et si la demande du client, c'est d'organiser un safari dans un pays d'Afrique pour voir des rhinocéros, on peut organiser un safari dans un pays d'Afrique où il n'y a pas de rhinocéros. Il y aura plein d'autres choses, mais ça va proposer quelque chose d'extrêmement rapide. Là, je donne cet exemple qui est un peu caricatural, mais pas tant que ça en fait, parce que c'est des sujets qui ont pu apparaître déjà. Des propositions de contenu sur des brochures, sur des offres de voyage, sur des choses comme ça, où il y avait des erreurs manifestes de ce qu'on pouvait faire sur place, qu'on pouvait voir sur place, de questions de visa aussi. Ça c'est un énorme problème. Et j'en ai fait l'expérience en demandant pour différents pays comment est-ce qu'il fallait faire administrativement pour accéder dans ce pays-là. Vous avez un service consommateur qui a un client qui appelle. Je veux un voyage pour tel endroit. Est-ce qu'il y a besoin de vaccins particuliers? Est-ce qu'il y a besoin de... Si c'est un service en direct avec un salarié qui prend un petit coup de stress, demande à ChatGPT parce que ça se fait en 2 secondes. Ouais. S'il faut un vaccin ou s'il faut un visa ou quoi, il peut donner une réponse complètement fausse. Bien sûr. Ouais. Et il dira jamais après je me suis trompé parce que j'ai demandé à ChatGPT, parce qu'il n'avait pas le droit de l'utiliser, parce que l'usage n'a pas été détecté dans l'entreprise et pas été encadré en amont. C'est pour ça que le droit c'est bien, c'est intéressant de connaître les lignes qu'on n'a pas le droit de franchir, mais que l'éthique et la charte d'usage interne pour une société, c'est encore plus important. Ouais. Se dire, de toute façon ça va être utilisé, donc autant en interne commencer à donner les guidelines pour dire voilà ce qu'on a le droit de faire, voilà ce qu'on n'a pas le droit de faire. Okay. Alors ça répond un petit peu à la dernière question puisqu'on arrive déjà à la fin, c'est rapide. Ah oui. Quel pourrait être au final, c'est un conseil, mais peut-être un autre conseil pour une entreprise justement du tourisme qui souhaite intégrer l'IA de manière éthique et responsable sans tomber dans les pièges au final juridiques. Quel serait le conseil, un des premiers conseils à donner à ces professionnels du tourisme? Je pense qu'il faut penser systématiquement en cas d'usage. Pourquoi est-ce que je veux déployer de l'IA? Quel est mon objectif? Et à partir de cet objectif, c'est un travail de rétro-engineering, un peu en se disant, moi, mon but, c'est de créer un outil qui va me permettre de faire des devis très rapidement. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Où est-ce qu'il faut que j'intègre? Quel salarié va s'en servir? Quelles règles je lui donne? Quel prestataire je choisis? Et ça, la question du prestataire, c'est une question qui est centrale. Parce que à partir du moment où on est basé sur du langage naturel et du LLM, on va globalement avoir 90% d'offres de sociétés US et quelques sociétés françaises, en fait essentiellement Mistral, qui est française sur le papier. Mais c'est vraiment penser en cas d'usage, à mon avis, pour pouvoir, à partir de là, définir toute la grille d'usage, toute la grille d'encadrement, qui est juridique bien sûr, mais qui est aussi éthique et rapportée à ce que veut faire l'entreprise. Parfait. Est-ce que vous avez peut-être des questions dans le public? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ah oui, une question. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question, parce qu'on voit au fur et à mesure que les entreprises vont vouloir intégrer de l'IA. Avec l'évolution des IA et des créations, je me demande si les entreprises de voyage ne pourraient pas au fur et à mesure créer elles-mêmes des IA qu'ils intégreraient dans leur entreprise, de sorte à éviter toutes les fuites de données, etc. Merci. C'est une bonne question. Justement, ça se pense en cas d'usage, là encore. Parce que vous n'allez pas créer dans une entreprise un LLM. L'investissement à faire est trop énorme, donc vous allez utiliser de l'existant.
soit en allant chercher un LLM directement existant et en fonctionnant sur ses serveurs, soit en réutilisant du code qui est en code source, comme par exemple ce qu'a pu proposer DeepSeek. DeepSeek, on peut reprendre le code, le réintégrer, et là ensuite va se poser la question de se dire où est-ce que je le fais tourner. Avoir une infrastructure propre de serveurs capable de faire tourner ces IA, c'est quasiment impossible. Donc on va être obligé de retourner vers AWS, etc. et ce genre de solution pour faire tourner son modèle. Donc ça dépend de quel type d'IA on parle. Mais oui, et de plus en plus, en fait, il y a des entreprises qui vont construire leur propre solution adaptée à un cas d'usage. Et cette solution, elle va faire appel, et ça, il faut bien l'avoir en tête tout le temps, elle va faire appel en sous-jacent à un des grands LLM qui existent. Et c'est pour ça qu'on considère qu'aujourd'hui, parler d'IA propre, parler d'IA qui appartient à 100% à l'entreprise, c'est quasiment impossible. Dès lors qu'on veut avoir accès à un LLM, on va devoir aller l'interroger. Il y a différents modes de protection des données pour faire ça. Il y a différents contrats, il y a différents systèmes de... Encore une fois, en France, si vous voulez créer une IA pour un cas d'usage chez vous, vous allez faire appel à un prestataire informatique qui va vous développer une structure globale de logiciels qui va aller chercher, de préférence Mistral, parce que c'est quand même plus protégé que les autres, pour faire ses requêtes, pour faire de la communication en langage naturel et revenir dans votre logiciel de base. Mais il n'y aura jamais d'IA 100% propriétaire. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? Une toute dernière, et après on sera... Moi, j'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un avenir où l'IA remplacera les juges, vu qu'ils sont neutres et ils auront une facilité à connaître un peu tous les droits des hommes, etc., et les cas en particulier? Alors, merci de cette question. Il y a déjà l'IA pourrait, comme le droit, c'est assez algorithmique. Il y a des règles, il y a un cas, et on pourrait en tirer une solution assez rapidement. Heureusement, quand même, la justice est faite en tenant compte de facteurs qui ne sont pas 100% objectifs. On tient un peu compte des faits, des circonstances, etc. Donc, est-ce que l'IA pourrait remplacer un juge? Dans certains cas, ce serait souhaitable. Je dis ça sans vouloir faire de polémique. Mais ça oui. évitera la corruption, vu que c'est un robot. Ouais, mais alors la corruption humaine, est-ce que le biais algorithmique, c'est pas une corruption? Vous pouvez pas être certaine que, enfin, c'est même sûr qu'il y aura du biais algorithmique dans l'IA et que, en termes de discrimination, en termes de prise en compte de certains facteurs humains, il y aura un vrai problème de toute façon. Donc il faut toujours qu'il y ait un humain. L'IA Act prévoit ça, la supervision humaine toujours, partout, surtout dans un domaine aussi sensible que la justice. Et vous n'avez pas du tout envie de vous retrouver dans un futur proche où la justice va être rendue par une IA qui est truffée de biais, qui a été entraînée sur des données qui sont elles-mêmes biaisées, etc. Mais je crois qu'on est out of time. Merci à vous en tous les cas. Merci beaucoup. Grimou. Merci Alexandre.